Welcome to the future. IA, le déclic. La chronique qui vous ouvre les portes de l'intelligence artificielle. Avec Charlotte Meul sur Logos FM. Comprendre aujourd'hui pour agir demain. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans IA le déclic sur Logos FM. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Bressot, qui est consultant IA en santé mentale, qui est également vice-président de Mental Tech. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant qui peut inquiéter parfois, en tout cas, sujet de beaucoup de curiosité. C'est la place de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé mentale. Arnaud Bressot, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est donc parti pour IA le déclic sur Logos FM. Est-ce que vous pouvez commencer peut-être, Arnaud, par vous présenter et puis présenter votre métier de consultant IA en santé mentale? Tout à fait. Alors donc, je suis Arnaud Bressot. Donc, j'ai commencé à entreprendre il y a à peu près 3 ans sur le sujet de la tech autour de la santé mentale. Et je rejoins du coup le collectif Mental Tech dont je suis aujourd'hui vice-président. Donc, le principe, c'est de regrouper des entreprises en lien avec la tech et la santé mentale. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de besoins dans ce domaine-là. Et c'est aussi pour ça, du coup, que je fais ce métier. C'est parce que ça me semblait pertinent de, face aux fragilités de santé mentale, qui est un enjeu national et même mondial, de proposer des solutions techniques, parce que l'humain ne suffit pas, malheureusement, pour pallier ce point-là. Et c'est là où l'intelligence artificielle est un outil parmi les autres que j'utilise pour créer des solutions intelligente et personnalisée à l'utilisation et à l'utilisateur en fonction du coup des besoins. Alors je ne sais pas si c'est hyper clair. Est-ce que vous pouvez peut-être repréciser, quand on parle de santé mentale, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ce terme ? Ok, alors je ne suis pas médecin, Oui. mais du coup je vais faire selon mes mots. C'est tout ce qui est en lien avec le bien-être mental, avec le comment on se sent dans sa vie de tous les jours. Si on n'a pas trop de pensées parasites, de pensées qui peuvent nous faire du mal, parce qu'on a l'exemple de santé mentale quand on parle de burn-out, par exemple. Et du coup, l'idée, c'est plutôt de préserver sa santé. Et un des points, c'est la santé mentale, pour être un bon équilibre dans sa vie et se sentir bien dans sa vie. Très bien, donc utiliser la technologie pour nous aider à faire du préventif, c'est-à-dire éviter d'aller dans des situations où on se sentirait mal, ou au contraire nous aider, pallier peut-être le manque parfois de compétences médicales ou la proximité de compétences médicales pour pouvoir essayer d'aller mieux, si je comprends bien. C'est ça, et moi j'ai un point de vue par rapport à ça sur le fait que c'est important de ne pas remplacer des métiers, mais plutôt de les augmenter. C'est-à-dire que par exemple, je travaille avec des psychiatres et des psychologues. Le but, c'est pas de remplacer ce qu'ils font, c'est de leur donner un outil qui permet de rendre par exemple les séances avec du suivi dans le temps, ce qui est compliqué du coup en physique, et ce genre de choses. Parce que le praticien est limité dans son temps. Très intéressant. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner votre déclic IA, Arnaud ? Est-ce que ça a été un outil, un moment ? Dites-nous. Alors, pour le coup, l'IA dans ma vie, c'est depuis très longtemps. Donc, il faut savoir que j'ai 29 ans. Et du coup, j'ai eu mon déclic IA il y a 12 ans, donc quand j'étais au lycée. Parce que je passais beaucoup de temps en fait, à aider les personnes sur les réseaux sociaux. Et je me suis rendu compte que face au nombre de personnes qui allaient mal, c'était bien avant que ça devienne un sujet d'actualité, je me suis rendu compte que j'aurais jamais assez de bras pour faire ça et qu'on n'était pas assez nombreux à faire ça. Et c'est là où du coup j'ai eu la première fois le déclic de dire je pense que l'intelligence artificielle, qui à l'époque était assez balbutiement, peuvent aider ce public-là. Et ça a été ça mon déclic IA. D'accord, je comprends. Et aujourd'hui, parler de technologie pour un sujet aussi important que la santé mentale, j'imagine qu'il y a beaucoup de craintes, de garde-fous à avoir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur peut-être les préjugés qu'on peut avoir autour de la santé mentale et de l'intelligence artificielle ? Alors je pense que un préjugé qui est assez important, c'est que les gens ne se rendent pas compte de à quel point l'intelligence artificielle est présente dans la sphère de la santé mentale depuis l'avènement de ChatGPT. Parce que alors c'est des enjeux sociétaux, mais on est dans un monde où les choses vont de plus en plus vite et on a de moins en moins de place pour le dialogue. Et c'est un gros besoin que l'être humain a parce qu'on est des êtres sociaux. Et du coup, il y avait une place vide que l'IA LLM, du coup l'IA qui discute sous forme de texte,
à remplacer, du coup, à ces placés-là, parce qu'il y avait un fort besoin et pas beaucoup de répondants du côté humain. Donc ça, je pense, c'est un truc qu'il faut se rendre compte, c'est que ça sert à rien de se poser la question de si c'est bien ou mal de mettre l'IA dans la santé mentale ou d'utiliser l'IA quand on se sent mal, parce que c'est déjà ce qu'une bonne partie des gens font, et ça sert à rien de dramatiser par rapport à ce sujet. D'accord, je comprends. Et on a parfois des inquiétudes, je pense notamment aux jeunes générations. Voilà, il est dit qu'il y a des statistiques à l'appui, il est dit que les jeunes générations se confient de plus en plus à leurs outils conversationnels, justement, comme vous le disiez. Est-ce que ça, si des parents nous écoutent, ça doit inquiéter ou est-ce qu'au contraire, ce qu'on perçoit dans ce que vous venez de dire, c'est que ça peut être une bonne chose parce que finalement, si on s'est tourné vers ces outils conversationnels, c'est parce que ça vient combler un manque. Donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire autour de cette question du fait de confier énormément d'informations à son outil d'IA ? Alors, il y a des choses auxquelles il faut faire un peu attention par rapport à ça. C'est dans l'idée de dire le moins de choses identitaires possible pour que les données ne soient pas taguées comme venant de tel endroit, par exemple, avec tel diagnostic, parce que ça permettrait de retrouver facilement la personne. Mais ça, du coup, c'est en lien avec les données publiques qu'on met sur les réseaux sociaux, mais c'est un truc auquel il faut faire attention. Mais de manière générale, en fait, les jeunes et les moins jeunes utilisent l'IA parce que c'est un tiers-lieu neutre où les personnes peuvent se confier sans peur du jugement. Et là où les liens sociaux se fragilisent et où il n'y a pas forcément le temps d'écouter, c'est ce que je disais avant, l'IA est là en fait pour aider les personnes à décompresser, à se comprendre aussi, à comprendre ce dont elles ont besoin. Et si vous voyez votre enfant faire ça, essayez peut-être après que la personne ait discuté avec l'IA, d'essayer de prendre le temps pour comprendre ce que la personne ressent, sans jugement et avec une écoute active. Mais on est d'accord que l'intelligence artificielle n'est pas capable d'empathie. Une fois qu'on a dit ça, finalement, je peux vous reposer cette même question, c'est-à-dire que confier énormément de choses sur la manière dont on se sent à une technologie qui n'a pas véritablement d'empathie, qui reproduit l'empathie, qu'est-ce que ça dit de nous et est-ce qu'il y a des garde-fous, est-ce que c'est inquiétant ? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, c'est un sujet qui est très intéressant parce qu'en tant qu'être humain, on a tendance à l'anthropomorphisme, c'est-à-dire à voir des êtres humains ou des expressions humaines dans des choses qui ne le sont pas. L'IA, c'est exactement le cas. En plus, avec le fait de pouvoir générer des voix, on rentre encore plus là-dedans et les entreprises qui font ça jouent là-dessus. Alors, c'était quoi déjà la question, pardon ? C'est le manque d'empathie de l'outil, finalement. À quel moment il faut qu'on se le rappelle ? On parle à une intelligence artificielle. Derrière, cette personne ne nous comprend pas véritablement. Alors, en fait, on s'est rendu compte depuis très longtemps, parce qu'un des premiers chatbots qui s'appelait Elisa était dans le but de la santé mentale, que, en fait, ce qui compte souvent, c'est qu'on ait l'impression d'être compris et pas qu'on le soit vraiment. C'est pour ça que plein de personnes ont l'impression du coup que parler à une IA les aide, parce qu'en fait, ce qu'on recherche, c'est juste de l'écoute, et pour le coup, une machine, ça en donne l'impression. On trouvait ça aussi il y a quelques années, quand il y avait l'époque des Furby, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelait, les peluches laineuses qui parlaient. Furby, Les Furby, c'est ça. Et en fait, du coup, il y avait pareil une relation parasociale, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut l'appeler, mais qui se crée parce qu'on a besoin d'avoir l'impression de parler à notre personne et d'être écouté. Encore une fois, le côté humain et le côté groupe. D'accord. Et est-ce que notre intelligence artificielle peut parfois remonter des alertes ? Je vous donne un exemple. On lui parle, on lui confie de plus en plus de sujets. Et est-ce que la machine peut être programmée pour s'inquiéter ? Attention, on vient de dire que l'outil n'était pas capable d'empathie, mais en tout cas, est-ce qu'on peut préprogrammer un outil pour que certains signaux lui donnent une alerte en disant « Attention, finalement, la personne qui converse avec moi commence à utiliser un champ lexical de la tristesse, de la peur ou d'autres alertes. Est-ce que ça, c'est possible ? Et si ce n'est pas possible aujourd'hui, est-ce que vous projetez que ça le soit dans quelques années ?
Alors, c'est quelque chose qui existe déjà. Quand ChatGPT est arrivé, c'était pas forcément en place, mais suite à l'effervescence du fait qu'on parle de sa santé mentale, de comment on se sent au LLM, il y a des garde-fous qui ont été mis en place pour des raisons, je pense, principalement légales en vrai, parce qu'il y a eu des personnes qui se sont suicidées, par exemple, ou ont fait ce genre de choses en parlant à une IA, et c'est pour ça qu'il y a des garde-fous qui ont été mis. Un de mes boulots en tant que vice-président de Mental Tech, c'est aussi de prévenir les entreprises du coup, qui font de l'IA en santé mentale, mais pas que justement il faut faire attention à ça, et que c'est important, suivant le public, de comprendre quels sont les signaux faibles qui permettent de détecter telle ou telle chose. Parce que, par exemple, si on s'adresse à un public bipolaire, les signaux faibles qui voudraient dire qu'il y a une rechute, par exemple, ne sont pas forcément le même qu'avec d'autres publics. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que dans les IA générales, donc type Claude, type ChatGPT ou Mistral, il y a des choses qui sont mises en place. C'est jamais assez, à mon sens, parce que c'est pas conçu pour à la base. Mais il y a des boîtes qui font ça très bien et qui créent du coup des IA spécialement pour la santé mentale, avec dans leur architecture cette précaution de signaux faibles. D'accord. Et le fait que les IA aient énormément d'informations sur nous, en tout cas qu'il y ait de plus en plus d'informations qui soient communiquées sur ces outils, est-ce que ça peut faire que les outils liés à la santé mentale évoluent? Est-ce que finalement cette donnée, elle peut être utilisée à des fins d'amélioration d'outils pour qu'il y ait de plus en plus de précision dans de futures créations que vous allez pouvoir faire dans votre rôle de consultant IA, par exemple? Voilà, est-ce que cette donnée, elle peut être récupérée et exploitée, mais à notre avantage, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire pour construire des outils plus performants? Alors, dans le principe, oui, mais il y a plusieurs problèmes légaux. Déjà, la majorité des IA qui sont utilisées, des IA LLM, sont américaines, ce qui fait que c'est compliqué de récupérer les données, puisque ça appartient au gouvernement américain, enfin c'est un peu compliqué. Et aussi le fait que si on considère que les données sont des données de santé mentale, on rentre sous l'égide des données de santé. Et du coup, ça pose d'autres questions sur qu'est-ce qu'on stocke, comment on le stocke et comment ce sera utilisé. Alors, c'est des choses qui arrivent. En France, on a un peu de retard parce qu'on a une assez grande latence administrative. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire ça, mais on a besoin de beaucoup de formulaires et de choses comme ça. Il y a l'IA Act qui est arrivé l'année dernière, je crois. On a des choses qui se mettent en place pour permettre d'utiliser ces données à bon escient pour créer des outils plus performants. Encore faut-il choisir dans quelle direction on va avec ces outils. D'accord, mais si je comprends bien, ce que vous disiez juste avant, c'est que si je me confie à un outil d'intelligence artificielle, un outil américain, aujourd'hui, ma donnée, si j'en donne l'autorisation, elle peut appartenir à des sociétés qui vont derrière les exploiter. Ça, c'est possible, c'est dans le cadre du possible, c'est possible. C'est possible et c'est même très probable, suivant c'est pour ça que c'est important de lire les conditions d'utilisation, même si personne ne le fait dans les faits. Mais du coup, la plupart du temps, les données qu'on fournit au LLM seront utilisées plus tard pour des données d'entraînement, que ce soit du coup pour le LLM, mais pour d'autres usages possiblement. Sachant que depuis le 11 septembre, les États-Unis ont le Patriot Act, il me semble, qui fait que toutes les données qui transitent par des serveurs américains sont exploitées pour de l'espionnage par les Américains. D'accord. Et donc, comment on fait maintenant qu'on sait ça, comment on fait pour protéger sa vie privée? Comment on fait pour protéger ses données? Est-ce qu'il y a des possibilités de continuer d'utiliser ces outils si c'est important, mais malgré tout, les mettre plus en sécurité pour sécuriser nos pratiques? Alors déjà, je pense que c'est important de comprendre que quand c'est gratuit, c'est nous le produit. C'est quelque chose les enfants, je pense, n'en ont pas forcément conscience. Mais quand quelque chose est gratuit, c'est que ces données seront utilisées à des fins commerciales ensuite. Une fois que ça s'est posé, le fait de ne pas révéler trop d'informations personnelles peuvent permettre d'avoir une sorte d'anonymisation, même si ce n'est pas vraiment le cas, qui fait que ce sera beaucoup plus compliqué de retrouver la personne que vous êtes
avec les informations que vous avez confiées. C'est pas idéal. On a en France et en Europe des législations qui protègent nos données, mais c'est souvent pas ce genre de choses qu'on utilise. Donc il faut faire un peu attention, mais c'est pas pour autant qu'il faut se priver de cette technologie, parce que c'est quand même vachement utile et ça répond à des problèmes urgents qu'aujourd'hui on a du mal à gérer. Je comprends. Est-ce qu'on pourrait conseiller à nos auditeurs, peut-être par curiosité, d'aller poser la question à leur outil conversationnel pour lui demander ce qu'elle sait sur nous? Est-ce qu'elle nous répondrait honnêtement? Est-ce que finalement, on pourrait avoir un état des lieux de tout ce qu'on a partagé au fur et à mesure des mois et ou des années pour les utilisateurs de longue date? Est-ce que ça, c'est une bonne pratique? Alors j'avoue que je ne sais pas trop ce que ça donnerait. Je ne l'ai jamais fait moi-même. Et je pense que les informations sont peut-être sillonnées. Donc je ne suis pas sûr que ça donne tout, mais peut-être qu'il y aura des résumés ou des choses comme ça. À tester alors. C'est ça. Merci beaucoup Arnaud Bressot pour tout ce que vous avez partagé avec nous sur la santé mentale et l'intelligence artificielle. Merci aussi de votre implication autour de ces sujets qui sont vraiment cruciaux aujourd'hui, puisque l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans nos vies, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Comme on se l'est dit, on aurait pu parler pendant encore beaucoup plus de temps, mais en tout cas, merci d'avoir réussi à synthétiser ce qu'il faut savoir quand on parle d'intelligence artificielle et de santé mentale. Vous pouvez retrouver cette émission sur tous nos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver le replay sur YouTube. Merci d'avoir écouté IA le déclic sur Logos FM. Et encore merci Arnaud Bressot pour votre venue. C'était un plaisir. Merci beaucoup. C'était IA le déclic avec Charlotte Meul sur Logos FM. L'intelligence artificielle au cœur de vos usages. Gardez une longueur d'avance.